Dis-moi tonton. Raconte-moi une histoire. Quelle ambiance guerrière aujourd'hui. Que me proposes-tu donc? Aujourd'hui, une histoire du temps de Napoléon. Et surtout une histoire sur une jument très spéciale. Lisette est un cas à part dans l'espèce équine et dans la littérature éthologique. C'est une des rares juments carnivores, vindicatives, voire guerrières. Ma causerie du jour est entièrement tirée des mémoires d'Antoine Marbeau, La guerre à cheval, chronique des campagnes napoléoniennes. Tabernacle. Ça a l'air alléchant. Allez. Générique tonton. Je remonte à l'automne de 1805, au moment où les officiers de la Grande Armée, faisant leurs préparatifs pour la bataille d'Austerlitz, complétaient leurs équipages. J'avais 2 bons chevaux, j'en cherchais un 3e meilleur, un cheval de bataille. La chose était difficile à trouver car, bien que les chevaux fussent infiniment moins chers qu'aujourd'hui, leur prix était encore fort élevé et j'avais peu d'argent. Mais le hasard me servit merveilleusement. Je rencontrai un savant allemand, nommé Monsieur d'Ester, que j'avais connu lorsqu'il professait à Sorèze. Il était devenu précepteur des enfants d'un riche banquier suisse, Monsieur Scherer, établi à Paris et associé de Monsieur Fingerlin. D'Ester m'apprit que Fingerlin, alors fort opulent et menant grand train, avait une nombreuse écurie dans laquelle figurait au premier rang une charmante jument appelée Lisette, excellente bête du Mecklembourg, aux allures douces, légère comme une biche et si bien dressée qu'un enfant pouvait la conduire. Mais cette jument, lorsqu'on la montait, avait un défaut terrible et heureusement fort rare. Elle mordait comme un bulldog et se jetait avec furie sur les personnes qui lui déplaisaient, ce qui détermina Fingerlin à la vendre. Elle fut achetée pour le compte de Madame de Lauriston, dont le mari, aide de camp de l'empereur, avait écrit de lui préparer un équipage de guerre. Fingerlin, en vendant la jument, ayant omis de prévenir de son défaut, on trouva le soir même sous ses pieds un palefrenier auquel elle avait arraché les entrailles à belles dents. Madame de Lauriston, justement alarmée, demanda la rupture du marché. Non seulement elle fut prononcée, mais, pour prévenir de nouveaux malheurs, la police ordonna qu'un écriteau, placé dans la crèche de Lisette, informerait les acheteurs de sa férocité, et que tout marché concernant cette bête serait nul si l'acquéreur ne déclarait par écrit avoir pris connaissance de l'avertissement. Vous concevez qu'avec une pareille recommandation, la jument était très difficile à placer. Aussi d'Ester me prévint-il que son propriétaire était décidé à la céder pour ceux qu'on voudrait lui en donner. J'en offris 1000 francs, et Fingerlin me livra Lisette, bien qu'elle lui en eût coûté 5000. Pendant plusieurs mois, cette bête me donna beaucoup de peine. Il fallait 4 ou 5 hommes pour la seller, et l'on ne parvenait à la brider qu'en lui couvrant les yeux et en lui attachant les 4 jambes. Mais une fois qu'on était placé sur son dos, on trouvait une monture vraiment incomparable. Cependant, comme, depuis qu'elle m'appartenait, elle avait déjà mordu plusieurs personnes et ne m'avait point épargné, je pensais à m'en défaire, lorsque, ayant pris à mon service François Warland, homme qui ne doutait de rien, celui-ci, avant d'approcher Lisette, dont on lui avait signalé le mauvais caractère, se munit d'un gigot rôti bien chaud, et lorsque la bête se jeta sur lui pour le mordre, il lui présenta le gigot qu'elle saisit entre ses dents. Mais s'étant brûlé les gencives, le palais et la langue, la jument poussa un cri, laissa tomber le gigot, et dès ce moment fut soumise à Warland qu'elle n'osa plus attaquer. J'employai le même moyen et j'obtins un pareil résultat. Lisette, docile comme un chien, se laissa très facilement approcher par moi et par mon domestique. Elle devint même un peu plus traitable pour les palefreniers de l'état-major qu'elle voyait tous les jours. Mais malheur aux étrangers qui passaient auprès d'elle. Je pourrais citer 20 exemples de sa férocité, je me bornerai à un seul. Pendant le séjour que le maréchal Augereau fit au château de Bellevue, près de Berlin, les domestiques de l'état-major, s'étant aperçus que lorsqu'ils allaient dîner, quelqu'un venait prendre les sacs d'avoine laissés dans l'écurie, engagèrent Warland à laisser près de la porte Lisette détachée. Le voleur arrive, se glisse dans l'écurie, et déjà il emportait un sac, lorsque la jument, le saisissant par la nuque, le traîne au milieu de la cour, où elle lui brise 2 côtes en le foulant aux pieds. On accourt au cri affreux poussé par le voleur que Lisette ne voulut lâcher
que lorsque mon domestique et moi l'y contraignîmes, car, dans sa fureur, elle se serait ruée sur tout autre. La méchanceté de cet animal s'était accrue depuis qu'un officier de hussards saxons, dont je vous ai parlé, lui avait traîtreusement fendu l'épaule d'un coup de sabre sur le champ de bataille d'Iéna. Mise en contexte de l'extrait suivant. Pendant la bataille d'Eylau, le général de Marbeau, après avoir réussi à rallier le 14e de ligne en perdition sur une colline, se prépare à ramener l'aigle impérial du 14e afin d'éviter que celui-ci tombe aux mains de l'ennemi. À cet instant, un boulet de canon fauche son tricorne et le commotionne gravement sans pourtant le désarçonner. Cependant, la colonne d'infanterie russe que nous venions d'apercevoir abordait le monticule. C'étaient des grenadiers, dont les bonnets garnis de métal avaient la forme de mitres. 6 hommes, gorgés d'eau-de-vie et en nombre infiniment supérieur, se jetèrent avec furie sur les faibles débris de l'infortuné 14e, dont les soldats ne vivaient, depuis quelques jours, que de pommes de terre et de neige fondue. Encore, ce jour-là, n'avaient-ils pas eu le temps de préparer ce misérable repas? Néanmoins, nos braves Français se défendirent vaillamment avec leurs baïonnettes, et lorsque le carré eut été enfoncé, ils se regroupèrent en plusieurs pelotons et soutinrent fort longtemps ce combat disproportionné. Durant cette affreuse mêlée, plusieurs des nôtres, afin de n'être pas frappés par derrière, s'adossèrent au flanc de ma jument, qui, contrairement à ses habitudes, restait fort impassible. Si j'eusse pu remuer, je l'aurais porté en avant pour l'éloigner de ce champ de carnage. Mais il m'était absolument impossible de serrer les jambes pour faire comprendre ma volonté à ma monture. Ma position était d'autant plus affreuse que, ainsi que je l'ai déjà dit, j'avais conservé la faculté de voir et de penser. Non seulement on se battait autour de moi, ce qui m'exposait aux coups de baïonnette, mais un officier russe à la figure atroce faisait de constants efforts pour me percer de son épée. Et comme la foule des combattants l'empêchait de me joindre, il me désignait du geste aux soldats qui l'environnaient et qui, me prenant pour le chef des Français, parce que j'étais seul à cheval, tiraient sur moi par-dessus la tête de leurs camarades, de sorte que de très nombreuses balles sifflaient constamment à mes oreilles. L'une d'elles m'eût certainement ôté le peu de vie qui me restait, lorsqu'un incident terrible vint m'éloigner de cette affreuse mêlée. Parmi les Français qui s'étaient adossés au flanc gauche de ma jument se trouvait un fourrier que je connaissais pour l'avoir vu souvent chez le maréchal, dont il copiait les états de situation. Cet homme, attaqué et blessé par plusieurs grenadiers ennemis, tomba sous le ventre de Lisette et saisissait ma jambe pour tâcher de se relever, lorsqu'un grenadier russe, dont l'ivresse rendait les pas forts incertains, ayant voulu l'achever en lui perçant la poitrine, perdit l'équilibre, et la pointe de sa baïonnette mal dirigée vint s'égarer dans mon manteau gonflé par le vent. Le Russe, voyant que je ne tombais pas, laissa le fourrier pour me porter une infinité de coups d'abord inutiles, mais dont l'un, m'atteignant enfin, traversa mon bras gauche, dont je sentis avec un plaisir affreux couler le sang tout chaud. Le grenadier russe, redoublant de fureur, me portait encore un coup, lorsque la force qu'il y mit le faisant trébucher, sa baïonnette s'enfonça dans la cuisse de ma jument, qui, rendue par la douleur à ses instincts féroces, se précipita sur le Russe, et d'une seule bouchée lui arracha avec ses dents le nez, les lèvres, les paupières, ainsi que toute la peau du visage, et en fit une tête de mort vivante et toute rouge. C'était horrible à voir. Puis, se jetant avec furie au milieu des combattants, Lisette, ruant et mordant, renverse tout ce qu'elle rencontre sur son passage. L'officier ennemi, qui avait si souvent essayé de me frapper, ayant voulu l'arrêter par la bride, elle le saisit par le ventre, et l'enlevant avec facilité, elle l'emporta hors de la mêlée, au bas du monticule, où, après lui avoir arraché les entrailles à coups de dents et broyé le corps sous ses pieds, elle le laissa mourant sur la neige. Reprenant ensuite le chemin par lequel elle était venue, elle se dirigea au triple galop vers le cimetière d'Eylau. Grâce à la selle à la housarde dans laquelle j'étais assis, je me maintins à cheval, mais un nouveau danger m'attendait. La neige venait de recommencer à tomber, et de gros flocons obscurcissaient le jour, lorsque, arrivé près d'Eylau, je me trouvais en face d'un bataillon de la vieille garde qui, ne pouvant distinguer au loin, me prit pour un officier ennemi conduisant une charge de cavalerie. Aussitôt, le bataillon entier fit feu sur moi. Mon manteau et ma selle furent criblés de balles, mais je ne fus point blessé, non plus que ma jument, qui, continuant sa course rapide, traversa les 3 rangs du bataillon avec la même facilité qu'une couleuvre traverse une haie. Mais ce dernier élan ayant épuisé les forces de Lisette, qui perdait beaucoup de sang,
car une des grosses veines de sa cuisse avait été coupée. Cette pauvre bête s'affaissa tout à coup et tomba d'un côté en me faisant rouler de l'autre. Waouh! Quelle jument! Tiens, cela me rappelle une histoire que tu me racontais quand j'étais petite sur une jument de Horseball qui lui ressemblait étrangement. Tout à fait, filleotte. Mais ceci est une autre histoire. Je la réserve pour une prochaine fois. À bientôt.